Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré à un tactica un petit peu particulier sur les figurines briscard. Il s'agit d'un tactica sur les figurines qui sont en édition limitée, donc potentiellement des figurines que vous n'avez pas, des figurines dont vous ne connaissez peut-être même pas l'existence, ou des figurines exclusives, etc. Donc toutes ces figurines qui sont un petit peu spéciales et qu'on n'a pas abordées dans les autres tacticas. J'ai décidé de faire un tactica sur ces figurines-là parce que certains d'entre vous les ont. Parce que également on me l'a demandé, notamment pour Ching, et du coup je fais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que, enfin d'une pierre 36 coups, c'est-à-dire que je vais faire les tacticas pour tout ça. Donc on va commencer par ordre chronologique de sortie des figurines de Noël. Et on va commencer par Kuviasuvik, ouais voilà, qui est le Père Noël 25 PO. C'est un personnage éthéré. Il a la particularité de n'être jouable que du 21 du 12 au 21 du 3, donc pendant l'hiver. Et son effet, c'est qu'un allié dans sa zone de contrôle peut dépenser un PA et il reçoit un cadeau. Vous tirez un des 10 et vous recevrez donc le merveilleux cadeau que le Père Noël va vous offrir. Le Père Noël se déplace à 4 brasses, il a la petite botte, vous le voyez en bas à droite de la carte. Donc ça peut aller de goutonner moins un PA pendant 3 tours, qui sont cumulatifs, à un cataplasme, un rhum, un gris-gris, une potion de vitesse, une potion de vigueur, une potion de dextérité, une potion de clairvoyance, une potion de force et une potion de célérité. Plein de petits bonus sympathiques. Alors, niveau stratégie, c'est une figurine qui est extrêmement intéressante, déjà parce qu'il y a une chance sur 10 pour que ça soit un malus qu'on vous donne, mais il y a surtout 9 chances sur 10 pour que ça soit un bonus, et c'est des bonus qui ne sont pas vraiment accessibles d'autres manières, c'est-à-dire que la potion de vitesse, elle n'existe pas, au niveau des équipements. La potion de célérité, elle n'existe pas non plus, et pour certaines figurines, un cataplasme, un rhum ou un gris-gris, c'est carrément tout bénef. Le tout pour 25 pièces d'or, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc c'est quand même très intéressant. Il a un mouvement de 4, il n'a aucun profil parce qu'il ne peut pas du tout interagir d'une autre façon que ce qu'il a là, on ne peut pas l'attaquer, il ne peut pas attaquer. Attention avec les personnages éthérés. Je mets un très très gros attention avec les personnages éthérés. C'est que si votre bande se fait raser, le personnage éthéré, lui, va quand même rester sur place. Et du coup, votre adversaire ne va rien pouvoir y faire. Vous n'allez rien pouvoir lui faire non plus. Et du coup, il peut réaliser le scénario tant bien que mal. Enfin, dans le scénario de la taverne, par exemple, ça ne sert à rien parce que on peut pas lui lancer des tabourets et des trucs. Mais par contre, ça ne met pas fin au scénario. Du coup, attention, les personnages éthérés, c'est bien, mais si vous vous faites raser votre bande, ben, il restera toujours lui. Et vous allez quand même devoir finir le scénario, ou plutôt regarder votre adversaire réaliser les objectifs et vous prendre la victoire. Donc, Kuviasuvik est sorti en 2013 pour Noël. Je vais le préciser quand même. Moi, c'est une figurine que je trouve assez cool. 25 pièces d'or, c'est pas énorme. Donc, si vous avez envie d'un petit bonus, ou même simplement d'une figurine où vous dites, ouais, il me faudra un gris-gris, il me faudra un truc, un machin, peut-être une potion de force, un truc, et que ça vous coûte 30 PO, mettez directement le Père Noël. C'est des bonus aléatoires, mais en attendant, ça reste toujours des bonus. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une figurine que je trouve vraiment super sympa. C'est une figurine que vous n'aurez plus, hein, on va pas se mentir, ça va être assez difficile de vous la procurer. De même que son copain Calibou. Calibou, donc, c'est un personnage éthéré, jouable également du 21-12 au 21-3. Calibou, il a 8 PA, il a un mouvement de 5, et en fait, son utilité, c'est surtout de trimballer vos figurines. Lors de son activation, Calibou peut dépenser ses PA pour déplacer un briscard allié ou Kuviasuvik à bord de son traîneau s'ils sont dans la zone de contrôle. Il peut au préalable se déplacer pour arriver dans la zone de contrôle du briscard. Monter ou descendre du traîneau ne coûte pas de PA. S'il a les PA nécessaires, Calibou peut déplacer plusieurs briscards à la suite lors d'une même activation. Et ça, c'est tellement puissant. Je pense que, franchement, c'est une des figurines les plus puissantes du monde. Pour 15 pièces d'or, vous allez aller chercher un briscard, le faire bouger de 5 brasses, et lui, le briscard n'aura pas
dépenser de PA. C'est une monture avant l'heure en fait. Et vous pouvez déplacer toute votre bande si vous avez assez de PA pour faire des allers-retours. C'est vraiment une figurine qui est archi craquée. Et ça déplace tout le monde, hein. Ça déplace les colosses, ça déplace les cavaliers montures, ça déplace toutes vos figurines à pied. Vous n'en déplacez qu'une à la fois. Mais par contre, vous avez quand même la possibilité de faire énormément de choses. Il a 8 PA, il a un mouvement gratuit. C'est-à-dire que techniquement, il va faire en fait réellement 5 mouvements par tour. C'est extrêmement fort. Vous devez sortir une figurine d'une situation compliquée, vous prenez Calibou, il va la chercher, etc. Calibou est éthéré, il passe au travers des gens, enfin, voilà, c'est Calibou, c'est craqué, c'est... Je l'ai joué quelques fois au dernier tournoi qu'on a organisé à Douvaine. Un des joueurs l'a joué. Calibou, il est craqué. Voilà, il est vraiment très très fort. Encore heureux qu'il soit limité au mois d'hiver parce que sinon, je pense qu'on le verrait beaucoup plus souvent. Et surtout aussi, pour vous le procurer également, ça va être la croix et la bannière. Donc je vous souhaite bien du courage, mais là, ça va être un peu difficile. Donc ces deux figurines sont les seules figurines avec une limitation temporelle pour les jouer. Toutes les autres figurines vont pouvoir être jouées à peu près n'importe quand ça vous arrange, dans les compos que vous avez envie de jouer, etc. Donc là-dessus, pas de problème, il y a que ces deux-là où c'est un peu plus tendu et où il faut être... bien au niveau du timing pour les jouer. Mais ces deux figurines qui coûtent vraiment pas très cher, qui apportent des bonus qui sont absolument excellents. Moi personnellement, ces deux figurines que j'adore. J'aime le concept de la limitation également. Je trouve dommage que ça n'ait pas été réitéré par après. Mais voilà, c'est un choix des développeurs de ne pas refaire ça. Mais en tout cas, si vous refaites, moi je suis fan, je dis bravo. On va passer à des figurines. Alors, les prochaines figurines, c'est les Christmas Penguins. Alors, les Christmas Penguins, vous les avez retrouvés dans plusieurs scénarios. Je crois qu'il y en a même certains qui sont à disposition sur le site de TGCM. Je ne sais plus. Les scénarios sont sortis dans un Ravage. Les Christmas Penguins, c'est des PNJ. Vous ne pouvez pas les jouer en tant que... que pingouin. Vous pouvez les utiliser en substitut du trio de pingouins classique. Et donc, je ne vais pas vous donner de profil parce que au final, ils ne servent que comme objectif de scénario. Ils ne sont pas jouables. Sachez cependant qu'ils sont monstres cool. Hein. Ils sont carrément super avec leur petit chapeau et leur tête de pingouin vénère. Ils ont la possibilité de devenir berserk. En fonction du scénario et du coup ça booste leurs caractéristiques. C'est des vrais plays hein, dans le scénario, c'est des vrais casse-couilles. Ils sont hyper marrants les scénarios sont hyper marrants à jouer, c'est très intéressant, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt à proprement parler puisqu'on ne peut pas les sélectionner en tant que figurines. Les figurines suivantes, c'est également le Groinche et Sasquatch. Alors le Groinche et Sasquatch. J'en ai parlé dans le Tactica Mercenaire numéro 2, si ma mémoire est bonne, oui, je crois que c'est ça. Du coup, je ne vais pas revenir sur eux. Si vous voulez avoir les informations sur ces infos, allez regarder la vidéo du Tactica numéro 2. Ils sont vers la fin du Tactica, donc vous sautez les toutous et vous arrivez directement. J'ai rien de nouveau à dire dessus, en fait, c'est pour ça que je vais pas m'éterniser sur le sujet. Ça n'a pas grand intérêt là-dessus. Ces deux figurines qui sont sympas à jouer. Et maintenant qu'il y a pas mal de figurines de Noël, une compo Noël avec ces deux-là, ça peut être vraiment cool. J'aime bien l'idée de faire une compo que de figurines de Noël, notamment avec les deux figurines qui vont suivre, donc le Père Dodo et les Calamini de Noël. Il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Et ça peut vraiment donner des choses très très intéressantes. On va passer directement au Père Dodo, qui est sorti pour Noël 2017, si je dis pas de bêtises. Donc le Père Dodo, en fait, c'est un dodo que vous pouvez recruter, c'est 16 pièces d'or. C'est un dodo classique, donc constitue 5, dextérité 5, force 1, mental 2, pas de mouvement particulier parce qu'il a un mouvement spécial. 3 PA, 12 points de vie, bec 1 dégât. À chaque fois que le Père Dodo réussit un jet de défense ou d'esquive, il afflige un dégât automatique. Dodu, les 3 PA du Père Dodo sont toujours actifs et disponibles pour booster un jet de défense. Et sens de l'orientation se déplace de 2 brasses aléatoirement.
Ça c'est un dodo classique. Les dés du père dodo, donc le père dodo se déplace avant l'activation du premier briscard de votre bande, il peut ensuite attaquer s'il se retrouve dans une zone de contrôle ennemi et son activation prend fin. Il ne peut posséder d'armes et ne gère ni ne transporte d'objectifs. Jetez ensuite un dé 10 et posez-le à côté de lui. Si un de vos briscards arrive dans la zone de contrôle du père dodo, il le stocke. Donc il stocke le dé, et pourra utiliser son résultat pour un jet ultérieur s'il le décide avant. Le père dodo relance un sort aussitôt de... Le père dodo relance et sort aussitôt un nouveau dé 10 de sa hotte. Un même briscard ne peut stocker qu'un seul dé à la fois. Donc le père dodo, c'est un fiabilisateur pour votre bande. C'est-à-dire que, déjà... les dodos dans Briscard, ils sont vraiment forts. Hein. Constite 5, dextérité 5, toujours 3 PA pour défendre. Donc soit vous faites une esquive avec un +1, soit, qui démarre à 10 quand même, hein. Soit vous faites une défense de constite avec 2 dés. C'est vraiment très très fort. Les 12 PV, ça, ma foi, il a une bonne défense, mais si ça passe, ça va faire beaucoup de dégâts parce qu'il a pas énormément de PV. Il fait pas énormément de dégâts non plus. Et surtout, vous pouvez pas vraiment contrôler les dégâts que vous faites, puisque sur qui vous allez taper, puisqu'il se déplace de 2 brasses aléatoirement. Il se déplace avant tout le monde, et si par hasard il arrive dans une zone de contrôle ennemi, vous lui faites un coup de bec. Voilà, c'est pas non plus folichon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la puissance du père dodo réside dans ses dés. C'est-à-dire que vous allez jeter un dé, si vous faites un 5, et qu'un briscard passe à portée dans la zone de contrôle, hop, il stocke le dé, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de prendre le dé ou quoi que ce soit, il le stocke, et après, sur une action, il peut utiliser ce 5 au lieu de tirer le dé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un personnage qui a... Et ça s'est vu hein, dans des parties, dans des tournois, un personnage qui doit tout faire sauf 1, il va utiliser le dé, si évidemment ce n'est pas 1. Ou alors pour fiabiliser son jet de dé, ou alors il a besoin de faire un 4, sur le dé c'est un 5, du coup il réussit, on se pose pas de questions, il hésite pas à utiliser ce dé là pour réussir son action. C'est des petites choses comme ça qui font que votre bande, du coup elle va éviter l'échec critique malheureux, ou le fait de devoir utiliser 2 PA pour une relance, ou le fait de... Bref, vous avez compris un petit peu l'idée générale du père dodo. Pour 16 pièces d'or, moi je trouve qu'il est plutôt intéressant. Les calamini de Noël, si vous avez suivi la vidéo de sortie, font également le même effet. En effet similaire, en tout cas un des 3, je crois que c'est le deuxième qui fait ça. Bref, ce qui va permettre justement, si vous jouez par exemple les calamini de Noël et le père dodo, d'avoir 2 poules de dés. Et qui vont vous permettre justement de fiabiliser vos jets. Évidemment, si le jet de dés du père dodo donne un 1, à la limite, vous dites, tant pis, quoi, je claque le 1 sur, je sais pas, sur une attaque qui n'est pas très importante, sur une action où je m'en fous, etc. Parce que vous êtes obligé de stocker le dé. C'est pas une possibilité, c'est quand vous arrivez à portée dans la zone de contrôle, vous stockez. Et du coup, ma foi, si vous avez tiré un 1, c'est pas de bol. Après, il y a aussi des petits trucs qui sont sympas. Par exemple, s'il y a un 9 sur le dé, vous pouvez vous dire, je vais faire une charge pour maximiser ce 9, faire une critique. Ce qui en V2 peut être très pratique. Évidemment, si vous avez un 10, ça fait une critique. Mais alors, sur quel jet vous allez utiliser ça? Un jet d'attaque, un jet de défense. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes avec la possibilité de sélectionner un dé ou de faire un jet de dé. Moi, je trouve que c'est une option qui n'est pas à négliger. Ça va sans doute pas renverser une partie, mais en tout cas, ça va vous aider à gagner. Enfin, en tout cas, à optimiser vos jets. Et surtout, il génère des dés tout le temps. Donc, vous pouvez aller repuiser, même si, au final, vous piochez un 4, vous l'utilisez, vous revenez, vous repiochez le 3 qu'il avait fait après, vous le réutilisez pour un autre truc, vous revenez. Enfin, il n'y a pas de raison que vous n'abusiez pas de cette mécanique et que vous ayez toujours des dés possibles sur vos briscards pour, justement, fiabiliser ce genre de jet de dés. On va passer aux calamini de Noël. Alors les calamini de Noël, ça a été une grosse sortie justement pour Noël, hein, voilà, je veux dire Noël 2018, ça a été une grosse sortie. Donc les calamini, j'en ai parlé dans
J'en ai parlé dans la sortie novembre 2018. Je perds mes mots, pardon, je suis un petit peu perturbé entre mes notes et mes machins. Il faut que je sais de jongler, mais je suis pas très fort à ça. Du coup, je vais pas forcément avoir beaucoup de nouvelles choses à dire sur les calamini de Noël. Il faut bien comprendre que ce sont donc des calamini qui se trouvent sur un socle de grandes créatures, que du coup, ils peuvent faire des piétinements. C'est pour ça qu'ils ont un score d'agressivité. Ils ont 4 de mouvement, ils ont 6 PA chacun, donc ils sont 3 sur le socle. Chacun a également 14 PV, ils ont les tentacules de dégâts, choc électrique. Ils ont un profil tout à fait correct. Ils ont une quantité astronomique de règles spéciales. Je crois qu'il y a 3 cartes. Donc vous avez les calamini de Noël. Il y a Kala 1 qui permet de faire comme le père Dodo avec un des 10. Il y a Kala 2 qui subit des dégâts à la place d'un allié à une brasse de portée. Et Kala 3, une fois par tour et par briscard, un allié dans la zone de contrôle gagne 1 PA par tranche de 2 PV que Kala 3 s'enlève. Donc ça c'est déjà très fort. Chaque calamini a vraiment une capacité spéciale qui lui est propre. Également, tous les 3 calamini de Noël, ils s'activent tous en même temps. On dépense les PA de chacun dans l'ordre que l'on souhaite et le joueur répartit la perte de PV comme il le souhaite sur les 3 calamini. Donc vous donnez un coup, il dit bah tiens je vais mettre des PV, enfin lui il a pas pris beaucoup de dégâts, je veux sauver le numéro 2, du coup vous répartissez les points. Kala 1, Kala 2, Kala 3 peuvent dépenser 4 PA pour augmenter les 4 caractéristiques principales du gang. Jusqu'au début de la prochaine activation. Donc du coup vous pouvez augmenter vos stats et vous pouvez les augmenter, enfin chaque calamini peut le faire une fois, donc vous pouvez augmenter le tout de 3, ce qui vous donne quand même un calamini qui a un petit peu 6, 7, 5, 4, je trouve que c'est quand même un calamini qui a... Voilà, ça se pose gentiment là. Tant qu'il reste au moins 2 calamini dans le gang, chacun réussit automatiquement ses jets de morale et apporte plus 2 en soutien. Ils sont également créatures aquatiques et mucus. Et surtout, les calamini bénéficient des règles de calamini normaux que vous pouvez trouver chez les Ictiens, pardon. Donc les calamini défendent le désengagement à Dex x3. Les calamini ont plus 1 PA quand ils commencent leur activation à moins de 3 brasses d'Octoros. Bon, ça c'est pour Octoros. Octoros peut lancer les calamini, voilà. Les calamini ne testent pas leur morale suite aux blessures. Les calamini qui possèdent moins de 10 PV peuvent se sacrifier au début de son activation pour soigner Octoros. Voilà, donc ça ne rajoute pas énormément de choses, mais sachez... Oh, je vais y arriver. Sachez qu'ils ont ces caractéristiques-là, ces compétences-là en plus. Et du coup, ça en fait carrément une figurine archi craquée. C'est carrément abusé. Déjà, il faut bien se rendre compte que lorsque vous les sélectionnez, vous avez une figurine à 100 pièces d'or qui possède 18 PA. 18 PA pour 100 pièces d'or, ça va gentiment vous permettre de commencer à peu près toutes vos parties, enfin de choisir qui commence toutes vos parties, sauf évidemment objets magiques, etc. Mais ça veut dire que vous avez aussi un potentiel d'action carrément fou. Ils ont des caractéristiques qui sont très bonnes pour réaliser les objectifs. Et avec la totalité de leur PA, un dé en plus, ça vous coûte 3 PA. Sur les 18 que vous avez, voilà, c'est presque ridicule, tellement ça coûte pas cher. Donc vous pouvez vous déplacer, ensuite vous pouvez vous booster, vous pouvez vous redéplacer, faire une action, réaliser une action d'objectif, vous redéplacer, redonner une attaque, faire une botte, enfin vous pouvez faire une quantité de choses astronomiques avec ces calamini, sans compter qu'ils sont là également pour protéger les figurines qui sont autour d'eux, en prenant Kala 2 prend les dégâts sur lui, sans compter que vous pouvez donner des PA, et ça c'est très très fort parce que très peu de capacités donnent des PA à d'autres figurines grâce au sacrifice de Kala 3. Le Kala 1 qui vous permet de stocker un dé comme le père Dodo qui vous permettra de fiabiliser un de vos jets de dés. C'est vraiment une figurine qui est extrêmement forte. C'est une figurine sur socle, donc on l'a dit, de 80 mm. Donc elle va pouvoir faire des piétinements, faire des charges droit devant. C'est vraiment une figurine qui ne paie pas de mine. Je veux dire, au final, quand vous la voyez sur le terrain, vous avez un grand socle et vous avez 3 poulpes dessus. Ils sont rigolos avec leurs petites moustaches et leurs petits chapeaux. Ils sont très très mignons. Mais en jeu, c'est vraiment des plaies. Vous avez une figurine un tout petit peu tanky à côté.
Cette figurine-là va réaliser des objectifs. Peut-être dans le tournoi qu'on a fait à Douvaine, par exemple, je prends l'exemple, il y avait le Kalamini de Noël et à côté il y avait Kao Kao, donc le panda Mahawk. Mais c'est monstrueux. C'est vraiment, vraiment monstrueux. On peut vraiment faire plein de choses avec ces Calamini. Et ils ne coûtent que 100 pièces d'or. Et ils sont mercenaires. Oui, je ne l'ai pas dit, mais toutes les figurines qui sont de Noël, c'est des figurines qui sont mercenaires. Vous voyez, il y a le petit logo du diamant avec les deux petits sucres d'orge. C'est le logo mercenaire retravaillé pour les figurines de Noël. Mais du coup, toutes ces figurines-là sont engageables par n'importe qui. Donc vous pouvez vraiment sélectionner ces figurines pour faire votre compo en vous disant, bah tiens, par exemple, chez les Kintor, classiquement, beaucoup de figurines valent 100 pièces d'or. Là, pour compenser souvent l'infériorité numérique, en tout cas au niveau des PA, vous avez des Calamini. Chez les Mahawk, c'est la même chose, comme ils coûtent tous assez cher, ils sont souvent en infériorité numérique au niveau des PA. Souvent on se dit ouais, je prendrais bien les pingouins parce qu'au final ça fait aussi plein de points, mais les Calamini sont quand même beaucoup plus forts que les pingouins. Vraiment, on peut faire des choses assez je vais dire incroyables et effroyables en même temps avec ces Calamini. C'est des figurines qui permettent un très très large potentiel d'action et bah ils sont vraiment vraiment forts. Ça fait partie des figurines à mon avis les plus fortes de la gamme et ça fait partie des figurines. Moi maintenant je réfléchis souvent, tiens, qu'est-ce que je prends? Ah, est-ce que j'enlèverais pas? Je suis même à penser d'enlever une figurine qui vaut pas beaucoup de points pour mettre des Calamini à la place. Dans mes listes Tuléens par exemple, j'aime beaucoup les trappeurs, mais bon, techniquement, vous avez 2 trappeurs ou un Calamini de Noël. Je réfléchis à ça maintenant. C'est dire à quel point c'est violent, quoi. Donc, c'est vraiment des figurines qui sont extrêmement fortes. En combo avec d'autres figurines de Noël, ça peut également donner des synergies qui sont assez intéressantes. Je pense que je vais essayer une fois une liste figue de Noël. Donc vous avez les Calamini de Noël, vous avez Sasquatch, vous avez le Grouinch, on arrive à 500 PO. Peut-être que je prendrai le Grouinch à pied pour essayer d'y mettre Calibou ou le Père Noël. Il y a moyen vraiment de faire des choses qui sont plutôt cool. Évidemment, si vous ne possédez pas ces figurines-là, je crois que les Calamini sont encore disponibles. Je ne suis pas sûr, je ne veux pas te dire de bêtises. Évidemment, ça dépend aussi quand vous regardez la vidéo. Si c'est au milieu du mois d'août, je doute. Alors, après petite vérification sur la vidéo, actuellement, nous sommes fin février. Les Calamini sont encore sur le site. Et si vous n'avez pas les autres figurines dont on a parlé maintenant, eh bien, vous pouvez toujours essayer de racketter quelqu'un qui possède ces figurines, de les avoir au marché de l'occasion. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas c'est des figurines qui sont très intéressantes. Les figurines de Noël essayent toujours d'amener un petit quelque chose de plus, et ils ont peut-être des règles un peu différentes. Ils ont toujours fait, TGCM a toujours fait l'effort de créer quelque chose d'innovant pour les figurines de Noël, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est pas facile d'avoir des profils qui sont, alors ils sont craqués, mais ils sont pas complètement fumés. C'est-à-dire que dès que vous posez une figurine sur la table, il n'y a pas de no match, il n'y a rien du tout. Vous avez quand même moyen de gérer ces figurines-là, mais c'est vrai que c'est des figurines qui sont, notamment Calibou et les Calamini de Noël, c'est des figurines qui sont extrêmement fortes et qui vont vous apporter quand même de gros bonus. On a fini avec les figurines à proprement parler de Noël. Maintenant, on va parler de 2 figurines exclusives. Il y en a une qui est venue du Kickstarter, donc vous savez, c'est Ching. Et il y a une autre figurine que certains n'ont peut-être pas du tout connaissance qu'elle a existé. Je parle du Capitaine de la Poisse. Alors, le Capitaine de la Poisse. Donc, vous remarquez qu'il a un petit style Black Hawkins, hein. Le Capitaine de la Poisse, c'est une figurine. Alors, je peux me tromper. Si je me trompe, soyez indulgents. Mentionnez-le moi dans les commentaires. Mais du coup, de mémoire, cette figurine a été commandée par la WAG Taverne pour fêter je ne sais plus quoi. Et du coup, ils ont eu, je crois qu'elle a été tirée à 20 ou 50 exemplaires. 50, ça me paraît beaucoup. Du coup, c'est peut-être 20 ou 30 exemplaires. Bref, c'est une figurine vraiment collector de chez Collector.
Et c'est une figurine que je trouve absolument excellente. Déjà, bon, il a un style... Alors, j'aime le Black Hawkins, mais là, du coup, il a un style soudard avec le micro et la bouteille. Moi, je dis OK. Il a le tonneau également. Moi, je redis OK. Ça me botte énormément. Du coup, 70 pièces d'or, qu'est-ce qu'on a? On a un profil qui est tout à fait raisonnable. 4 de constitution, 4 de dex, 4 de force, 4 de mental, 4 de mouvement. 9 PA, 27 points de vie. Il a coup de bouteille, 1 des 5 dégâts, mais ça assomme en cas de réussite critique. Tonneau de rhum, les briscards de sa bande, lui compris, peuvent relancer un jet de morale raté une seule fois tant qu'ils sont à moins de 4 brasses de lui. Il a le micro, il ne rate jamais un jet de convaincre et négocier que sur un échec critique. Et le spécial, pas de malus de rechargement avec une arme de tir. Donc déjà jusque-là, une figurine à 70 pièces d'or qui possède ce profil et ces capacités-là, moi je dis ok, pourquoi pas. 70 pièces d'or chez les mercenaires, c'est vrai, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais... Convaincre et négocier, je crois qu'il n'y a pas d'autres figurines qui bénéficient de bonus à ce niveau-là. Avoir des tonneaux de rhum, enfin pouvoir relancer une fois chaque un jet de morale raté à moins de 4 brasses de lui pour les mercenaires, c'est quand même très intéressant parce qu'ils n'ont pas un moral très élevé. Et pas de malus de rechargement avec une arme de tir, il faut le doter d'une arme de tir, mais en attendant... Vous avez quand même, comme s'il était habilité à apporter des armes de tir, il rechargera sur 3 PA à la place de 4. Ou alors, vous pouvez le jouer avec Dixon, ça peut faire une combo plutôt sympa d'hommes aimant les tonneaux. Alors, c'est des tonneaux de poudre pour Dixon, du coup, mais en attendant, ça peut être sympa. Et surtout, il a le sang de dragon. Alors, tournée du patron, 2 PA une fois par partie. Quand il paye sa tournée, tous les briscards sur le terrain se dirigent immédiatement de leur mouvement dans sa direction, dans l'ordre de son choix, règle de collision. Il a également cul sec une fois par partie. Chaque briscard à moins de 5 brasses du capitaine jette un dé. 1 à 2, boisson d'homme, dépense tous ses PA en mouvement aléatoire, règle de collision. 3 à 4, pas pour les fillettes, perd 3 PA à vomir. 5 à 6, c'est du bon, annule tous les tests de morale durant un round. 7 à 8, ça requinque, gagne plus 1 de constit pour le tour. Et 8 à 9, 2 PA pour la prochaine activation. Pour 13 PA, vous avez un truc qui est complètement fumé. Alors je parle pas du cul sec. Le cul sec, personnellement, je l'ai pas utilisé parce que les deux premiers... Ah, il y a quand même une chance sur 2 à peu de choses... Enfin, vous avez 4 chances sur 10, une chance sur 5, 2 chances sur 5, pardon. 2 chances sur 5 d'avoir quelque chose de pas top, et surtout le 1 à 2, dépense tous ses PA en mouvement aléatoire. C'est... Voilà, ça picote un petit peu. Alors, comme ça cible chaque briscard, c'est-à-dire même le saut de l'adversaire, ça peut être intéressant d'essayer de foutre des malus à l'adversaire. Le problème, c'est que si du coup votre adversaire il chope coup de fouet, eh ben vous la sentez un peu mal. C'est un effet qui se coule, c'est un effet qui est vraiment sympa. Mais comme j'ai joué en scénario, je préférais fiabiliser le truc plutôt que de prendre le risque. Voilà, donc j'ai un petit peu fait ma fillette, mon petit hésitant sur le truc. Je me suis dit non, ça me paraît un peu trop tendu. Mais c'est surtout la tournée du patron 2 PA une fois par partie. Quand il paye sa tournée, tous les briscards sur le terrain se dirigent immédiatement de leur mouvement dans sa direction et c'est vous qui choisissez dans l'ordre dans lequel ça bouge. Donc vous pouvez parfaitement décider de... déjà ça vous permettra de déloger gratuitement pour 2 PA, de déloger n'importe quelle figurine qui s'est barricadée au sommet d'une tour, d'un machin. Et du coup, ils utilisent leur mouvement pour aller dans sa direction, ça veut dire qu'ils vont laisser leur position stratégique en place. Les vôtres aussi, mais à savoir quand l'utiliser, c'est aussi le but du jeu. Donc, vous allez déloger les figurines. Ensuite, s'il a décidé de jouer groupé, il va y avoir des collisions, mais dans tous les sens. Vous pouvez faire des collisions, vous pouvez décider de mettre une de vos figurines, vous mettez une figurine de l'adversaire, puis ensuite vous remettez une figurine de l'adversaire, ça fait des collisions, ça fait des machins, ça peut faire énormément de dégâts. Vous pouvez bousculer toute une table juste avec la tournée du patron, et c'est hyper marrant à jouer. C'est vraiment super sympa. Moi j'ai trouvé que c'était une idée qui était assez géniale. Alors oui, c'est une figurine qui est tirée à très peu d'exemplaires. Oui, vous la verrez très peu sur les tables de jeu. Moi, je l'ai sorti une fois en tournoi parce que j'ai eu la chance de pouvoir me la procurer. Oui, ça va. Voilà, c'est une figurine que vous ne verrez pas énormément sur une table. Mais sachez qu'elle existe
sachez pardon, que ces effets sont plutôt cool. Et pour 70 pièces d'or, vous avez, même sans le sang de dragon, une figurine qui est pas trop mal, qui vous aidera pour le jet de morale, qui a 9 PA, c'est pas négligeable non plus, qui a un profil extrêmement fiable, il peut tout faire. Et si vous lui mettez une petite arme de tir, il peut en plus devenir un vrai casse-couille, parce que 4 de dextérité, pas de malus de rechargement, voilà. Alors c'est vrai, chez les mercenaires, vous pouvez avoir des tireurs qui sont moins chers ou disons plus compétents, mais en attendant, ça reste un choix qui vous est permis. De même que c'est un loulou, hein, donc ne pas oublier qu'il est jouable avec une compo Rutor Colosse pour aboiement. Je pense que ça vaut la peine d'envisager cette option-là. Il est nettement moins cher qu'un Black Hawkins, et nettement moins cher que pas mal de toutous, en fait. Enfin, nettement. Passablement moins cher que pas mal de toutous. Donc, c'est une alternative à une figurine. Si vous avez, par exemple, un Baxter qui coûte 83 pièces d'or, je crois, mais que vous n'avez pas assez de points, bah, peut-être vous avez assez de points pour en Captain Lapoisse. C'est pas la même utilité. Et avec le sang de dragon, il va coûter effectivement 83 pièces aussi. Mais vous pouvez avoir une utilité différente. Bref, c'est une possibilité que j'ai trouvée très intéressante. J'ai beaucoup aimé la jouer. J'ai trouvé que la figurine en plus était plutôt cool. La bouteille et le micro, ça fait tout quand même, hein, on va pas se mentir. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne savaient même pas que cette figurine-là existait. Vous avez peut-être entendu parler de cette figurine, vous avez peut-être vu vaguement passer un truc dans ce genre-là, mais voilà. Donc c'est une figurine aussi que vous aurez beaucoup de mal à vous procurer. Je ne sais pas si la Wack Tavern en a encore, je ne sais pas si c'est prévu d'en refaire, mais du coup, voilà pour une des exclusivités. On va parler de l'exclusivité Kickstarter, cette fois-ci avec Ching. Ching qui est sorti donc pour le Kickstarter le premier Kickstarter de TGCM, celui qui a eu lieu fin d'année 2018. Il faut bien savoir une chose, c'est que Ching à la base n'était pas une figurine pour Briscard. On a eu un profil Briscard parce que ça a été débloqué dans le Kickstarter, mais à la base cette figurine n'était pas censée avoir de profil. C'était une figurine TGCM série spéciale, voilà, j'ai encore une fois oublié le nom, mais bah maintenant puisqu'elle a un profil, on peut en parler. Mais il faut bien se rendre compte que ce profil est un petit peu différent de ce qu'on aurait pu avoir, enfin de ce qu'il y a de proposé dans Briscard. C'est un profil un petit peu atypique. C'est pour ça qu'il est un petit peu différent. De même que la sculpture de Ching, si je dis pas de bêtises, comme j'ai plus les références, je crois que c'est Killer Art qui l'a fait. Pardon si je me suis trompé, hein, n'hésitez pas à me corriger. Je mettrai un petit épinglé en bas de la vidéo s'il y a besoin. Donc Ching, 250 pièces d'or, constitué de dextérité 5, force 7, mental 3, agressivité 2, 4 de mouvement, 10 PA, 42 points de vie, une armure qui est vraiment hyper classe, arrêt papillon, moins 1, 7, moins 3, 5 points de vie. Chaque utilisation inflige 1 des 5 dégâts à l'attaquant en zone de contrôle. Son arme, alors c'est cette espèce de crosse de hockey donc. Lancer du poignet, 3 PA, 1 des 5 plus 3 dégâts à deux mains, repousse l'adversaire d'un des 5 brasses, ne peut pas être contré. Et il y a le lancer frappé, 4 PA, 1 des 10 plus force dégâts, 2 mains, repousse l'adversaire d'un des 10 brasses. Il a également une botte de tir qui s'appelle One Timer, les portées 6, 9 avec la difficulté 15, 16, 17. C'est un lancer. Du coup, lance un missile pingouin, un missile pingu, qui explose à l'impact, provoquant 1 des 10 dégâts à 1 des 5 brasses. Ching a également les capacités spéciales suivantes. Bigfoot, en cas de piétinement, les cibles adjacentes subissent le même nombre de dégâts que la cible initiale. Aura de froid, fait perdre 1 PA à tous les briscards dans sa zone de contrôle au début de leur activation. Tour du chapeau une fois par activation. Si Ching a effectué 3 lancers durant son activation, il peut immédiatement faire un mouvement ou sa prochaine défense est une esquive à 0 PA. Multiball, 4 PA. Si Ching a un mercenary penguin dans sa zone de contrôle, il peut le transformer en puck qui provoquera 1 des 10 dégâts. Ce dernier ne s'active alors plus comme un briscard et il est apatride. Alors déjà pour Ching, bon, même si c'est pas noté, c'est un colosse. Hein, même s'il n'y a pas écrit colosse sur sa carte, c'est un colosse. Donc il bénéficie des avantages et des désavantages propres à cette classe de figurines. C'est une figurine qui vaut très cher, 250 pièces d'or. C'est une figurine qui est très forte, constituée de force 7,
10 PA, ce qui est quand même énorme, 42 points de vie, ce qui est à ma connaissance actuellement le maximum, je crois qu'on n'est pas monté à 48. Il y possède une armure, bref, il est très tanky, il a des excellentes statistiques, c'est clairement un des meilleurs colosses du jeu. Mais bon, ben, comme tout colosse qui a des stats de fou, eh ben, il vaut son pesant de cacahuètes. Ces deux attaques sont assez intéressantes, puisque vous aurez droit à faire des dégâts qui sont quand même conséquents avec le lancer frappé. Un des 10 plus force, entre 8 et 17 dégâts, je crois que c'est pas mal. En plus, ça repousse l'adversaire, donc potentiellement des dégâts de collision. Et ça repousse dans des 10 dégâts, dans des 10 brasses, pardon. Donc vous allez vraiment pouvoir dégager l'adversaire qui vous embête. Le lancer du poignet est intéressant aussi, puisque déjà de 1, il ne peut pas être contré, ce qui va embêter certaines figurines qui aiment bien faire des contres, et il repousse l'adversaire un petit peu moins loin. Ce qui est intéressant, c'est que ces techniques vont vous permettre de dégager la place, de propulser les figurines pour faire des collisions, de libérer un objectif, de faire des chutes, etc. L'ennui, c'est que si vous voulez mettre 3 tatanes sur la tronche du gars, et que vous utilisez ça, eh ben, c'est un petit peu raté. Mais ayant une force de 7, vous pouvez tout à fait mettre des coups de poing. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. Si vous voulez vraiment accumuler les attaques, vous pouvez tabasser à coups de poing. L'armure d'arrêt papillon est intéressante puisqu'elle fera aussi des dégâts quand vous l'utiliserez. Donc ça c'est bien. Attention quand même, elle a que 5 points de vie, donc ça risque de partir assez vite. Mais elle permet à Ching en tout cas d'encaisser quand même raisonnablement des dégâts qu'il prendrait. Puisque un des intérêts majeurs de ce personnage, c'est d'aller justement se mettre dans la mêlée. Puisque vous allez pouvoir taper 1, 2, 3 figurines à portée, vous allez pouvoir les propulser dans tous les sens, et du coup, dans la mêlée, il va faire le ménage, et ça va peut-être vous permettre de sauver une figurine à vous qui était dans une position un peu difficile, ou en tout cas, de forcer votre adversaire à venir au contact de Ching. Ça veut dire utiliser le mouvement gratuit, ou utiliser des mouvements pour arriver à son contact, puisque normalement, vous devriez avoir dégagé sa zone de contrôle après ses attaques. Sa botte de tir est assez intéressante. Déjà, il a une bonne dextérité. Ça, c'est déjà assez bien. Les portées sont intéressantes parce que 6-9, c'est quand même des portées qui sont assez longues. Également, les difficultés sont pas forcément énormes, bien on doit faire 5, 6 ou 7 sur le dé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait un des 10 dégâts à un des 5 brasses. Donc vous pouvez aussi envoyer un pingouin dans la mêlée. Vous allez essayer de toucher un maximum de monde. Et même s'il y a une déviation, je sais pas s'il y a vraiment une déviation en fait. Comme il y a les portées, un peu comme l'artillerie, j'imagine qu'il y a une déviation avec le pingouin. Donc, je pense qu'il y a déviation, en fait. Je vais partir du principe qu'il y a déviation. Et une fois de plus, si je me trompe, n'hésitez pas à me le signaler. Ça va quand même arriver quelque part, ça va quand même exploser, ça va quand même faire un des 10 dégâts, un des 5 brasses. Alors après, la grande question, c'est de savoir si vous allez viser vos figurines ou les figurines adverses. Mais en soi, c'est pas très très grave. Également, ses capacités spéciales, donc Bigfoot, c'est une capacité que j'aime énormément, puisque avec la capacité piétinement, on peut faire d'énormes dégâts en corps à corps. L'aura de froid qui, attention, cette fois c'est une aura de froid qui fait perdre à tous les briscards, vos alliés compris. Et n'oubliez pas que la zone de contrôle d'un colosse c'est de une brasse, c'est pas d'une demi. Le tour du chapeau que je trouve assez intéressant, une fois par activation, s'il a effectué donc 3 lancers. Alors ça peut être des lancers qu'il y a sur sa carte, mais ça peut être également des lancers. Lancer un objet, lancer un briscard. Il a droit à un mouvement ou une esquive à 0 PA. Du coup ça le rend encore intéressant, puisque l'esquive à 0 PA, il commence quand même à 13. C'est pas dégueulasse. Ou alors si vous avez besoin de bouger pour aller chercher un objectif, ou pour vous mettre à portée d'un adversaire pour pouvoir lui taper dessus, etc. Ça va vous permettre d'être assez mobile. Le multiball, je trouve intéressant, ça fait partie du personnage justement de balancer des pingouins explosifs.
4 PA, il transforme un Mercenary Penguin en Puck. On va lire Puck après. Il provoquera un des 10 dégâts et pas les dégâts de Puck normal. Par contre, ça vous fait perdre aussi une figurine. Vous pouvez transformer un Mercenary Penguin adverse. Et du coup, ça fera perdre une figurine à votre adversaire. Ça, c'est aussi quelque chose de très très fort. À ne pas sous-estimer. Évidemment, c'est assez circonstanciel parce qu'on voit pas tout le temps les pingouins. Mais s'ils sont là et que vous avez Ching, et ça va sans doute embêter votre adversaire. Et Apatride, bah du coup il prend la nationalité, si on peut dire, de l'équipe qu'il a engagée. Hein, on est dans le hockey. Du coup, il ne compte plus comme un mercenaire, mais bien comme une figurine à part entière de la bande dans laquelle il se trouve. C'est une figurine qui est très intéressante, qui coûte quand même cher. C'est une figurine qui est... Je peux même pas dire qu'elle est plus fun qu'utile. C'est une figurine où il va falloir réfléchir à si vous voulez jouer une grosse figue, ou si vous préférez jouer plusieurs petites. C'est le problème des colosses à 250 pièces d'or, hein, comme Torny, Octoros, les colosses, je dirais les multicolosses, comme Igoré ou Bunraku et Daoti. C'est ces colosses qui valent quand même très cher, et du coup, bien faire une liste avec ces colosses-là, c'est pas toujours évident. Mais c'est intéressant, ça donne un peu de variété et ça fait plaisir. On va parler un peu de Puck. Puck, c'est 40 pièces d'or. C'est quand même un investissement, surtout qu'il vaut déjà 250 pièces d'or, le Ching. Il est réservé à Ching, mais Puck... Alors, du coup, lors d'une de ses activations, Ching peut mettre en jeu Puck à son contact. Puck bouge aléatoirement 2 des 5 brasses à chaque fin d'activation d'un briscard. C'est important. Et explose ensuite sur 15+. Puck ne peut pas être détruit autrement. Tous les briscards subissent 6 des 5 dégâts et les éléments de décor 1 des 5 points de structure dans les 4 brasses. Un briscard peut pousser Puck. Une fois par activation, le seuil d'explosion baisse alors de 1, 2 si c'est un allié de Ching. 2 PA, 1 des 5 brasses, 4+, pas d'échec pour Ching, compte comme un lancer. Ou 3 PA, 1 des 10 brasses, 6+, pas d'échec pour Ching, compte comme un lancer. Alors du coup, Puck, c'est vraiment la... C'est le random. C'est vous balancez votre pingouin. Il va bouger aléatoirement dans des 5 brasses à la fin de chaque activation. Et une fois qu'il a bougé, vous lancez un dé. Si sur ce dé, vous n'arrivez pas à faire... Enfin, si vous faites 15 ou plus sur le dé, donc c'est-à-dire si vous faites un 10 et ensuite un 5, il explose. Et il fait des dégâts absolument monstrueux. 6 des 5 dégâts à 4 brasses, pour tout le monde, ça pique. Ça pique terriblement. Seulement, vous n'avez aucun contrôle de savoir où il va aller. Où il va aller en fait. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est justement de faire ces petites poussées, ces petits lancers, qui vont diminuer de manière permanente le seuil d'explosion Puck. Donc ça veut dire que vous faites une fois une poussée, vous allez diminuer le seuil de 1 ou de 2 en fonction de si vous êtes allié ou pas de Ching. Ça peut du coup vous pétez à la gueule ou vous sauvez une mise. C'est vraiment un objet qui est tout à fait incontrôlable. Sur la table de jeu, ça peut être très très drôle. Je pense que ça peut vraiment être très très marrant d'avoir une bombe comme ça qui risque d'exploser. Si vous avez justement des Mercenary Penguins, vous avez le droit de les transformer en Puck, mais ils vont faire 1 des 10 dégâts et pas 6 des 5. Ça, c'est la différence qu'il y a entre le Puck d'origine et les substituts que vous pourriez avoir en jeu. Mais quoi qu'il en soit, ça vous fait des petites bombes random. Au final, je pense que il y aura plus vraiment... Enfin, il va falloir gérer ça avec les scénarios et les tables de jeu. Ça peut donner vraiment n'importe quoi. Ça peut être complètement fou, en fait, sur la table en fonction de ce que vous avez. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je trouve qu'elle est très agréable, ça donne ce petit côté aléatoire, un peu flippant, où tu as une bombe qui peut te péter dessus à tout moment. Je trouve que c'est assez intéressant. Après, pour parler purement tournoi, je pense que déjà à 40 pièces d'or pour un Ching qui en vaut 250, c'est beaucoup trop pour faire une liste viable en tournoi. Ça peut être une liste fun, mais disons, au niveau de l'optimisation, c'est à mon avis pas ce qui va marquer le plus. Par contre, je le recommande pour beaucoup d'autres scénarios entre potes. Mais imaginez que vous jouiez à 4 sur une table et il y a un Ching qui balance un Puck, ça va être incroyable. Ça doit donner des trucs complètement fous sur une table de jeu. Bref, j'aime beaucoup cette idée-là. De manière générale, je trouve que Ching est une figurine qui est très intéressante pour le fun, qui à cause de son coût n'est peut-être pas forcément une figurine recommandée particulièrement pour un tournoi,
ou en tout cas dans l'optique d'optimisation. Mais c'est une figurine qui est extrêmement tanky. 10 PA, c'est énorme. Et en plus, si vous décidez de lui virer sa canne pour lui mettre une autre arme, bah, du coup, il tapera à 2 PA normalement. Donc vous pouvez faire 5 attaques par tour. Il peut faire énormément de dégâts. Il se déplace quand même bien. Son armure lui permet d'être résistant tout en ayant quand même... l'armure finira par sauter assez vite, mais il a quand même 42 points de vie. Bref, c'est vraiment une figurine où le profil... On sent que c'est pas un profil... je vais pas dire qu'il n'a pas été testé, mais c'est un profil un peu plus YOLO, un peu plus fun, un peu plus... voilà, on a voulu faire une figurine, vous avez demandé un profil, vous l'avez, mais on n'a pas testé le profil pendant 6 mois pour vérifier qu'il soit équilibré. Non, c'est une figurine vraiment pour le fun, pour le plaisir de jouer, pour le plaisir d'avoir une superbe figurine aussi sur la table, parce que la figurine est quand même très très belle. Et avec son scénario, justement, Ishoki Floki, je crois que j'ai dit juste cette fois-ci, qui est un scénario justement de hockey sur glace ou sur gazon, qui est très très drôle. Du coup, on peut faire des choses très très sympas avec ce personnage-là. C'est une figurine que j'aime beaucoup. C'est une figurine que, si vous n'avez pas fait le Kickstarter, malheureusement, vous aurez beaucoup de peine à la trouver, je pense. Donc du coup, c'est un petit peu dommage pour vous, mais voilà. Searching clôt la série des figurines un petit peu, des figurines de Noël et des figurines un petit peu spéciales dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. J'espère que ce Tactica, ce pseudo-Tactica, vous a apporté des informations sur comment jouer une figurine ou des idées. Vous a peut-être même fait découvrir des figurines, parce qu'il y a peut-être des figurines qui vous avaient échappé. Si vous êtes joueur récent, vous n'avez peut-être pas forcément... eu la possibilité d'avoir ces figurines, ou alors simplement eu connaissance de leur existence. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, merci, et d'ici à la prochaine fois, et bien, comme d'habitude, que les dés soient avec vous.